Bonjour à tous. Merci d'abord à l'organisation d'avoir pu mettre sur pied cet événement qui nous a tous fortement intéressés et qui, je pense, va nous permettre de développer de nombreuses thématiques, dont celle-ci, qui est 4 blocs pour débuter les remplacements. J'ai longuement réfléchi à comment aborder cette thématique et le risque était grand d'être largement redondant avec les ateliers que vous allez avoir, qui sont de très bons ateliers. Et donc l'intérêt, ça ne va pas être de vous faire un catalogue pendant une quinzaine de minutes de 4 blocs que vous allez pouvoir voir en détail avec des experts. Et donc du coup, de réfléchir plutôt autrement. Et plutôt que de se dire chacun des blocs, comment je vais les réaliser dans le détail, ça vous le verrez, comme je le disais, avec les différents ateliers. Et on va essayer plutôt de se poser la question ensemble de comment trouver les bonnes indications de ces blocs-là au bloc opératoire dans la vie de tous les jours. Finalement, ces 4 blocs, c'est quoi? Pour le membre supérieur, le bloc axillaire et le bloc interscalénique. Pour le membre inférieur, le bloc fémoral, le bloc sciatique. C'est un peu le couteau suisse de l'ALR. Avec ces 4 blocs, vous allez pouvoir réaliser quasiment toutes les chirurgies en orthopédie du membre inférieur et du membre supérieur. Ce ne sera pas toujours l'anesthésie parfaite, c'est-à-dire qu'on a évidemment des techniques un peu plus modernes en termes de réhabilitation, en termes d'optimisation de l'ambulatoire, etc. Mais ces blocs vont parfaitement remplir leur rôle, que ce soit pour de l'anesthésie ou pour de l'analgésie. Pourquoi ces blocs sont fantastiques? Ils sont d'abord fantastiques parce qu'ils sont extrêmement simples. Après 5 blocs réalisés, on a plus de 80% de succès pour ces blocs-là. Extrêmement simple à faire, c'est un superbe travail qui malheureusement, à mon grand regret, n'a pas été publié. Un travail du docteur Rino d'Angers, c'était sa thèse en fait qu'il a faite en 2013, des internes dans le service d'anesthésie orthopédique à qui on faisait faire des blocs éco-guidés et en fait on se voit qu'après 5 blocs, rapidement, ils étaient parfaitement efficaces. Donc c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple et en plus de ça c'est extrêmement rapide. On voyait bien que les temps moyens c'est toujours le même travail. On est environ entre le temps de préparation et le temps de réalisation du bloc sur une dizaine de minutes. Et ça, c'était pour, évidemment, des débutants. D'accord? Donc, on est sur une dizaine de minutes pour réaliser une ALR avec des débutants. Et en fait, on voit qu'après une cinquantaine, une soixantaine de blocs réalisés, et quand on s'approche des 80 blocs réalisés au total, c'est-à-dire que quand on cumule les blocs axillaires, les blocs interscaléniques, les blocs fémoraux et les blocs sciatiques, et ben en fait, on se retrouve au niveau d'un expert en termes de temps de réalisation. C'est-à-dire qu'après 80 blocs réalisés, c'est-à-dire en gros environ une semaine chez nous, vous avez le niveau d'un expert en ALR pour ces 4 blocs. Donc vraiment, ils sont simples, ils sont rapides à réaliser, et en plus de ça, ils sont extrêmement efficaces. Ils sont extrêmement efficaces, mais pour qu'ils soient parfaitement efficaces, malheureusement, il faut une chose, il faut un minimum de connaissances. Et c'est bien dommage, parce que quand on enseigne ces blocs, le plus souvent dans nos services d'anesthésie, on s'intéresse énormément à la technique, on nous apprend comment il faut faire. Avec un appareil de graphie, on vous posez votre sonde, vous repérez l'artère, vous voyez le nerf qui est à côté, vous piquez, ça fonctionne. C'est souvent comme ça qu'on nous l'apprend. Malheureusement, ce n'est pas suffisant, il faut absolument avoir des bagages d'anatomie pour connaître parfaitement l'efficacité de ces blocs-là, parce que c'est ça qui va garantir le succès constant de vos blocs et pas seulement de manière aléatoire. Du coup, je suis obligé de vous bassiner avec un petit peu d'anatomie. On va faire ça de manière simple, rassurez-vous. Et donc, on voit premièrement que les dermatomes, les myotomes et les ostéotomes ne sont pas complètement superposables. C'est-à-dire que si on s'intéresse à la peau, aux muscles ou aux différents os, on voit que les territoires ils sont innervés par des nerfs différents. Donc, on va essayer de simplifier ça pour rendre ça le plus accessible possible. Et quand on s'intéresse finalement à la partie inférieure, c'est-à-dire au niveau du coude, la majorité de l'extrémité distale du membre inférieur, elle est innervée par 5 nerfs. Le nerf radial, le nerf médian, le nerf musculocutané, le nerf ulnaire et le nerf cutané médial de l'avant-bras. Ces 5 nerfs pour la partie distale. Enfin, pour la partie proximale, c'est-à-dire l'épaule, il va être très difficile de réaliser de l'anesthésie pure avec de l'ALR. Et donc, ça va être principalement pour de l'analgésie. Et donc, pour l'analgésie de l'épaule, on a 2 principaux nerfs qui sont le nerf axillaire, que vous voyez en vert tout en haut,
Et on a également un autre nerf qui est le nerf suprascapulaire qui va simplement, il va énerver surtout l'articulation et qui est assez peu représenté sur ce schéma-là. Si on s'intéresse au bloc du plexus cervical, le bloc du plexus cervical, il est issu des racines C5, C6, C7, C8 et T1. Et pareil, on va essayer de décortiquer ce schéma de manière un petit peu plus simple. Et donc, on va s'intéresser à la partie la plus proximale du plexus brachial, c'est-à-dire les racines nerveuses, et enfin la partie la plus distale. Entre ces racines nerveuses et les nerfs distaux qui vont arriver de ces racines, on va y avoir de multiples anastomoses. En effet, les racines, elles vont donner 3 troncs primaires, un tronc primaire supérieur, un tronc primaire moyen, un tronc primaire inférieur, et ensuite des faisceaux, un faisceau antérolatéral, un faisceau antéromédial et un faisceau postérieur. Les anastomoses, elles sont multiples, raison pour laquelle il est hyper intéressant d'aller bloquer les nerfs dans leur distalité. Donc, on l'a dit, les 5 différents nerfs pour avoir l'anesthésie de la partie distale du bras, et ben en fait, on va pouvoir les bloquer en distalité et on les retrouve, les 5, ici. Le nerf musculocutané, le nerf radial, le nerf médian, le nerf ulnaire et le nerf cutané médial d'avant-bras. Et en fait, ces 5 nerfs-là, vous allez pouvoir les avoir avec un bloc axillaire. On va retrouver les 4 principaux structures, et enfin le cutané médial d'avant-bras qu'on ne voit pas toujours, mais avec des machines de très bonne qualité, on arrive à le voir et il est quasiment situé toujours au même endroit, ce qui nous permet d'avoir systématiquement ces 5 nerfs. Contrairement à ça, pour la chirurgie par la partie proximale, on a dit qu'on s'intéressait surtout au nerf axillaire, qui est ici, qui est issu des racines C5 et C6, et enfin le nerf suprascapulaire, également C5 et C6. Raison pour laquelle, pour faire une analgésie de l'épaule, on va surtout s'intéresser aux racines C5 et C6, et ça va être le rôle du bloc interscalénique. Finalement, quand on résume, simplement, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, pour la chirurgie distale du membre supérieur, c'est facile, il n'y a rien de mieux qu'un bloc axillaire. D'accord? C'est facile à réaliser, on voit extrêmement bien les structures. C'est des nerfs distaux, donc on n'est pas à risque d'être embêté par ces anastomoses et avoir un risque d'échec. Donc vraiment, pour la chirurgie distale, le bloc axillaire. À l'inverse, pour la chirurgie proximale, c'est-à-dire en fait surtout au niveau de l'épaule, on a dit donc de l'analgésie, on va réaliser donc un bloc interscalénique. Et entre les deux, en fait, la chirurgie du bras, c'est un petit peu plus complexe. La chirurgie du bras, on va avoir des racines, des nerfs qui sont en effet issus des racines C5 et C6, principalement le nerf axillaire, et également des nerfs qui sont issus des racines C6, C7, C8 et T1. Et donc du coup, une manière simple d'aborder la chirurgie du bras, c'est d'associer ces 2 blocs, un bloc interscalénique et un bloc axillaire. Évidemment, il y a une petite limite qui est le nerf cutané médial du bras et le nerf intercostobrachial, notamment le nerf intercostobrachial, qui n'est pas du tout issu du plexus cervical. Et donc ça, on vous l'expliquera volontiers lors de nos ateliers, je pense. D'accord? Donc, un bis pour l'épaule, un bloc axillaire pour la chirurgie distale et une association des 2 éventuellement pour la chirurgie du bras. Vous m'en auriez voulu si je vous avais pas ramené un petit peu d'échographie. Donc là, c'est un film qu'on a réalisé chez nous qui est accessible sur notre site et malheureusement qui ne passe pas. Bon, ok. Hop, il n'y en a aucun qui passe. Très bien. Donc malheureusement, les films ne passent pas. Vous pourrez les retrouver sur notre site anesthesia.fr. On a réalisé pas mal de vidéos et pour lesquelles vous pourrez avoir accès du coup à ces différents films. Ouais. Je vais avancer peut-être sur le reste du topo. Éventuellement, on diffusera des films sur la fin pour ceux qui souhaitent les voir.
J'ai plus de contrôle sur les diapos là? Ok. Donc là, on a fait une revue du membre supérieur. Si maintenant on passe sur le membre inférieur, c'est le même raisonnement. Dermatome, myotome, ostéotome, d'accord, de la même manière, qui ne sont pas superposables. Et on va s'intéresser aux deux principaux nerfs dont on a parlé, le nerf fémoral et le nerf sciatique. Et pareil, quand on s'intéresse au nerf sciatique, il va donner 4 branches au niveau du membre inférieur, le nerf tibial, le nerf fibulaire profond, le nerf fibulaire superficiel et le nerf sural. Et finalement, de la même manière, on va distinguer 2 zones. Ce qui se trouve en dessous du genou, ce qui se trouve au-dessus du genou. Quand on s'intéresse à la partie qui se trouve en dessous du genou, on a principalement une innervation qui est liée au nerf sciatique. Sur ces 4 branches, vous allez avoir quasiment l'entièreté de l'innervation en dessous du genou. Une seule partie va être donnée par le nerf fémoral et par une branche du nerf fémoral qui est le nerf saphène. Ça va être le bord interne de la jambe, celui que vous voyez représenté en bleu ici sur la figure. D'accord? Donc, pour une chirurgie en dessous du genou, tout à fait réalisable avec un bloc sciatique. Si par contre vous avez besoin du bord interne de la jambe, et notamment la peau, hein, bien évidemment, pas les muscles particulièrement, pas l'os, vraiment la peau, il va falloir y associer un bloc du nerf fémoral. Au-dessus du genou, difficile de réaliser de l'anesthésie pure avec de l'ALR périphérique, c'est faisable, d'accord, mais c'est quand même un petit peu plus difficile avec ces blocs-là. Et donc, il va falloir s'intéresser surtout à de l'analgésie. Et pour l'analgésie, ça va être quoi? Ça va être principalement le nerf fémoral, qui est lui responsable de l'innervation du fémur, notamment, et du genou, et sur sa partie antérieure. La partie postérieure du genou, elle va être, elle, innervée par le nerf sciatique. Et donc, en associant nerf fémoral et nerf sciatique, on va avoir une très très bonne anesthésie au niveau du genou. Très souvent, pour l'analgésie, on se contente du bloc du nerf fémoral parce qu'en fait, le nerf sciatique va vous empêcher d'avoir une mobilité du patient. D'accord? Donc, avec un bloc du nerf fémoral au-dessus du genou, on a une très très bonne analgésie du membre inférieur. Pareil, j'avais un film à vous montrer, donc je suppose qu'il ne va pas passer non plus. Donc, juste un rappel d'anatomie pour le nerf sciatique. Le nerf sciatique donc, est issu du plexus sacré. Le plexus sacré donc, va donner le nerf sciatique qui va cheminer sur la face postérieure de la cuisse. Il va donner ensuite 2 branches ici en se divisant, 2 branches principales qui sont le nerf fibulaire et le nerf tibial. Pardon. Le nerf tibial, il va cheminer avec l'artère tibiale. On le voit représenté ici sur l'échographie, au-dessus de l'artère, etc. Et le nerf fibulaire qui est ici. Et en fait, probablement que le meilleur endroit pour bloquer le nerf sciatique, c'est justement au niveau de sa division, ça vous permet d'entrer rapidement dans la gaine du nerf sciatique, qui est une gaine assez épaisse et donc un petit peu plus difficile à passer, avoir une très très bonne anesthésie en plein milieu de la gaine, sans léser le nerf. Donc vraiment une ponction largement sécuritaire. Le bloc fémoral, comment est-ce qu'il est réalisé? C'est une ponction au niveau du pli inguinal. Donc le nerf fémoral, il chemine avec les vaisseaux fémoraux, l'artère fémorale, la veine fémorale, puis l'artère fémorale et en externe, le nerf fémoral. Et on voit ici sur cette image qui est une compilation de différentes images d'échographie qui vous permet d'avoir un panel assez large. Et donc en fait, on voit le bord médial qui est représenté sur la droite, le bord latéral qui est représenté sur la gauche, avec les vaisseaux fémoraux, le nerf fémoral en forme légèrement triangulaire qui chemine sur le bord externe de l'artère, en interne les muscles adducteurs, le muscle pectiné, le muscle psoas, et enfin derrière, par là-bas, on va voir le nerf cutané latéral que vous voyez exactement, dont on parlait largement tout à l'heure. En résumé, si on s'intéresse à ces 4 blocs, on peut faire énormément de choses et on l'a dit. Pour la chirurgie du membre supérieur, en distalité, un bloc axillaire. En proximal, pour de l'analgésie, c'est avec de l'interscalénique. Entre les deux, j'associe le bis et le bloc axillaire et avec ça, j'ai une anesthésie largement suffisante pour quasiment toutes les chirurgies du membre supérieur. Pour le membre inférieur, de la même manière, si je suis en dessous du genou, très largement du nerf sciatique,
ce à quoi je peux associer un bloc du nerf fémoral pour la partie cutanée du bord médial, le bord interne de la jambe. Par exemple, une cheville pour laquelle vous pourriez avoir besoin du bord interne, une association de sciatique et d'un bloc fémoral vous permet de faire tout à fait convenablement une anesthésie pure pour la chirurgie d'une fracture de cheville. Au-dessus, ça va être de l'analgésie principalement, ça va être donc principalement un bloc du nerf fémoral, ce à quoi évidemment on peut associer un bloc du nerf sciatique chez les patients qui restent douloureux malgré une anesthésie du nerf fémoral. Je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Est-ce qu'on a un micro ? On va te ramener un micro. D'abord, merci pour ce topo. J'ai une question. Quand on associe le bloc axillaire au bloc interscalénique, est-ce qu'on est obligé de faire un bloc complet niveau axillaire? Parce qu'on va être vite limité niveau des volumes. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt, par exemple, si on fait un bis et ensuite on fait le bloc axillaire, à vraiment faire un bloc axillaire complet en anesthésiant tous les nerfs? Ou est-ce qu'on peut, par exemple, se dire le nerf cutané médial du bras ou le nerf médian, c'est pas grave si je l'anesthésie mal et je vais plus me concentrer sur les racines C7, C8? C'est une excellente question. En effet, quand on regarde l'anatomie, on sait que le bloc interscalénique, il va principalement, du coup, on a dit bloquer les branches issues de C5 et C6. Donc c'est vrai qu'il y a des branches qui vont probablement être bloquées, du coup, surtout qu'en général, il y a une diffusion qui se fait si on injecte assez bas vers C7. D'accord ? Donc en effet, souvent, on a un nerf médian et un nerf radial qui parfois peuvent être bloqués. D'accord ? Donc c'est surtout le nerf ulnaire, en effet, qu'on n'a quasiment jamais, ou même jamais, avec un bloc interscalénique. Donc on peut se contenter, si jamais on était inquiet sur les volumes, de bloquer en effet un nerf ulnaire, également le nerf médian à compléter si jamais on le voulait. Simplement, pour réaliser un bloc interscalénique, il nous faut finalement pas plus de 15 ml, 20 ml. Au-delà, on sait que c'est largement trop, d'autant plus que le bloc interscalénique, c'est des racines, et donc il est extrêmement sensible à l'anesthésie locale parce que le tissu conjonctif est assez peu présent. D'accord ? Donc avec un petit volume, tu vas pouvoir largement faire un bloc interscalénique. Et à côté de ça, un bloc axillaire, tu vas pouvoir largement le réaliser également avec 20-25 ml. Et donc maintenant, sachant qu'on est sur une stratégie de large réduction des concentrations des produits d'anesthésie, on n'est vraiment pas gêné. Donc tu pourras largement réaliser un bloc interscalénique et un bloc axillaire avec 40 ml de produits. Tu vas utiliser pour de l'anesthésie pure de la carbocaïne à 1%. Et avec ça, tu seras largement en deçà des doses toxiques. D'accord ? On sait vraiment qu'on est sur une réduction des concentrations. Je pense qu'on en parlera dans un autre topo tout à l'heure. Mais vraiment, tu pourras y aller assez largement en toute sécurité. Merci. Merci pour ce topo. J'ai une question concernant la mise en place d'une PTG. Est-ce qu'on peut la réaliser sous anesthésie par ALR avec un bloc fémoral et un sciatique seul, ou est-ce qu'il faut par exemple associer un autre bloc, par exemple le nerf obturateur? Exactement. Donc en fait, comme je le disais, sur l'anesthésie au niveau du genou, c'est un petit peu plus complexe que ces deux nerfs, parce qu'en fait, il faudrait bloquer une grande partie du plexus lombaire et une grande partie du plexus sacré pour avoir complètement l'anesthésie du genou. Donc pour la partie postérieure, le nerf sciatique il sera suffisant. Mais malheureusement, pour la partie antérieure et également sur la partie interne, en fait, le nerf fémoral il suffira pas. D'accord ? Donc il faudra y associer évidemment un bloc du nerf obturateur principalement et éventuellement un bloc du nerf cutané latéral si le chirurgien peut être amené à remonter un petit peu sur son incision pour la partie externe. Donc juste un fémoral et un sciatique, ça ne suffira pas. Il faut y associer en effet d'autres blocs pour avoir une anesthésie complète au niveau du genou, sachant qu'également que dans les situations où on fera, et ça se fait, il y a des équipes, dont une équipe de Toulouse dont vous verrez Alain Delbos parler un petit peu plus tard, qui font cette chirurgie-là sous ALR pure avec légèrement une petite sédation. Le seul facteur limitant éventuellement,
c'est le moment où le chirurgien il va impacter la prothèse. Parce que le moment où le chirurgien il va impacter sa prothèse de genou, ça va tirer un petit peu plus sur la hanche, et à ce moment-là, le patient ne sera pas bien soulagé. Donc en fait, pour le genou, ce sera parfaitement efficace, vous pouvez associer les 4 blocs, mais par contre, pour la chirurgie, vraiment, juste cet ALR, ce sera probablement pas suffisant pour le confort du malade.